Salut à toutes et à tous, vendredi meilleur jour de la semaine parce qu'en plus le travail c'est bientôt fini, c'est bientôt le week-end et en plus c'est le jour des 3 infos absolument essentielles que vous pouvez retrouver sur notre compte Instagram chaque vendredi et en plus nous, on a commencé à recevoir ça, le livre GOAT, dont on vous parle depuis plusieurs semaines. Vous l'avez peut-être déjà dans votre boîte aux lettres. Si vous ne l'avez pas encore reçu et que vous l'aviez précommandé, pas d'inquiétude, c'est encore en train d'arriver. Les expéditions ont commencé la semaine dernière. Donc voilà, notre livre sur les 130 tops et classements absolument indispensables si vous voulez savoir qui a remporté la médaille de la conclusion complètement foirée, si vous voulez savoir qui a récupéré le label John McEnroe de la star incapable d'accepter une décision arbitrale, qui sont les meilleurs scoreurs de tous les temps, les meilleurs défenseurs, les meilleures moustaches, bref, tout ça c'est dans le livre GOAT, disponible sur basketsession.com. Je suis ravi d'être rejoint par mon acolyte et camarade Shai Mamou pour décrypter tout ce qui s'est passé dans la nuit d'hier, que ce soit en NBA. On parlera aussi des résultats d'Euroleague et même un petit peu de G-League, vous allez voir. Shai, je te propose de commencer par ce qui a été le match le plus serré hier. Ouais. Un match entre les Sacramento Kings et les New Orleans Pelicans qui s'est finalement soldé par une victoire des Kings 111-109, quatrième victoire en 5 matchs pour Sacramento, mais ça n'a pas été facile. Ouais, les Kings, ils laissent une impression bizarre en fait. Moi, j'ai dit plusieurs fois que c'était une des équipes qui me décevait le plus peut-être à l'Ouest par rapport à ce que j'attendais d'elle. Là, ça fait 4 victoires de suite, si je dis pas de bêtises. Non, 3 victoires de suite et 4 victoires en 5 matchs, donc c'est bien. Ça leur permet de repasser à l'équilibre. Ils sont à 13 victoires, 13 défaites. Ils sont toujours dans la discussion pour le play-in, évidemment. Mais dans les matchs, c'est pas hyper convaincant encore en fait. Donc je veux pas que les fans des Kings prennent ça mal, mais je suis toujours pas rassuré malgré la victoire d'hier contre New Orleans, qui est quand même une équipe qui joue sans Zion Williamson, sans Brandon Ingram, qui est sur 21 défaites en 24 matchs. Ça fait très mal quand même, hein, dénoncer 21 défaites en 24 matchs. Et les Kings ont dû attendre les derniers instants pour être sûrs de l'emporter, malgré un très gros match de Domantas Sabonis, qui fait 32 points, 20 rebonds, de Rosanne 29 points. Dejounte Murray a un ballon chaud pour peut-être permettre à New Orleans de l'emporter ou d'égaliser. Et au final, Malik Monk réussit une interception slash contre et il y a un rebond derrière de Sabonis qui s'arrache. Mais c'était quand même assez chaud. Donc ces Kings, alors c'est bien de gagner. Il y a des équipes qui n'arrivent même pas à gagner les matchs compliqués, les matchs très serrés. Mais les Kings, je reste encore un peu sur ma faim, tu vois. Ça fait partie de ces équipes-là où je me dis qu'elles peuvent vraiment faire mieux. Sur le papier, t'as DeRozan, Sabonis, De'Aaron Fox qui gagne Murray, ça doit être un peu meilleur. Donc, ouais, je reste un peu sur ma faim, mais il faut quand même souligner qu'ils sont sur 4 victoires en 5 matchs et que ça, c'est déjà une bonne série pour eux. Ouais, c'est ça. Ces Pelicans qui ont été quand même surprenants. En fait, ils ont refusé de perdre, tout simplement. Ils avaient pris un éclat Ouais. en début de match et derrière, ils sont revenus. Ils sont revenus sous l'impulsion notamment de CJ McCollum qui a été excellent, notamment dans le clutch. Il termine avec 36 points, pardon, 14 sur 24 au tir, 6 sur 11 à 3 points. Bien épaulé aussi par Trey Murphy qui a fait un début de match fantastique. En fait, c'est lui qui leur permet de gommer un petit peu l'éclat. Et puis après, il a été un peu plus discret sur le reste du match. Et Dejounte Murray qui termine avec 20 points, 9 passes, 7 rebonds. Mais je te rejoins un petit peu. Tu te dis sur le papier, il ne devrait pas y avoir photo en fait pour les Kings. Ils devraient pouvoir se distancer de cette équipe des Pelicans qui vraiment les a embêtés jusqu'au bout. Tu as donné les stats de DeRozan. Il a fait 3 sur 3 à 3 points. C'est-à-dire qu'il a quand même fallu que DeRozan fasse 3 sur 3 à 3 points aussi pour avoir ce petit match-là. Donc bon, on va pas... Voilà, on va pas cracher dans la soupe. C'est une victoire de plus pour les Kings, mais effectivement, j'avais pas trouvé ça hyper rassurant que ça soit aussi compliqué de l'emporter face à cette équipe des Pelicans. Ouais, alors, et pour nuancer ce que j'ai dit, parce que même si je les trouve pas encore très rassurants, notamment, en fait, je me réfère à des matchs qui sont peut-être un peu passés maintenant, mais une défaite contre Memphis, une défaite contre San Antonio. Mais après, sur les derniers, là, sur la série en cours, ils ont mis 140-113 aux Spurs, 141-97 au Jazz, donc ils ont retrouvé un peu le côté très très offensif qui avait fait leur charme il y a 2 saisons. C'est plus l'impression globale. Je dis pas que c'est pas qu'ils ont aucune chance de faire les playoffs ou quoi, hein. C'est juste que c'est une équipe qui est censée se connaître, qui a ajouté un vétéran comme DeRozan, mais qui peut en tout cas faire beaucoup mieux à mon sens. Voilà. Ouais. Allez, on va passer dans la conférence Est. Il y a eu une victoire 114-104 du Miami Heat face aux Toronto Raptors qui était privé de Scottie Scottie Barnes, Barnes ouais. après sa grosse blessure à la cheville. On n'en sait toujours pas plus encore sur la
la sévérité de la blessure en attendant d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que tu as retenu? Oui, dans ce match-là, quand même, tout de suite, je te donne les stats impressionnantes quand même de Bam Adebayo. Le Heat a largement dominé au rebond. Bam Adebayo qui termine avec un énorme double-double, 21 points, 16 rebonds, 5 passes. Donc domination dans la peinture. 23 points pour Tyler Hero pour aller avec ses 4 passes et ses 4 rebonds. 11 points simplement pour Jimmy Butler qui était les pieds en éventail, les orteils en éventail. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match, Shai? Quatrième victoire de suite pour le Heat, malgré les rumeurs qui accompagnent le quotidien de Miami autour de Jimmy Butler. Donc, Bam Adebayo que je trouve de mieux en mieux après avoir été un peu sur la réserve, on va dire, sur le démarrage. Tyler Hero, toujours fiable, 23 points. J'ai bien aimé le match de Jovic aussi, qui en début de saison ne jouait pas beaucoup. Là, le voir apporter 14 points, c'est intéressant pour eux aussi. Je retiens ça dans une période qui n'est pas simple à gérer pour un collectif si toutefois ils sont connectés. Ça veut peut-être qu'ils arrivent à être totalement hermétiques à tout ce qui se dit sur Butler, aux rumeurs qu'il y a, même aux dernières rumeurs en cours avec la passe d'armes entre l'agent de Jimmy Butler et Shams Charania, entre les rumeurs d'une priorisation de Phoenix pour Jimmy Butler. Enfin, c'est pas simple à vivre quand ta star, voire ta superstar, est au milieu de rumeurs comme ça. On l'a vu par le passé, même jusqu'à il y a pas très très longtemps avec Damian Lillard par exemple. C'est pas une situation simple à gérer. Le Heat la gère plutôt bien, je trouve. Carrément, du côté des Raptors, il y a quand même un très beau triple-double de RJ Barrett, 13 points, 11 rebonds, 10 passes, même s'il a été extrêmement maladroit, 5 sur 18 au tir. Voilà, Grady Dick, 22 points quand même, qui continue de valider son excellente saison. Ces Raptors qui sont toujours aussi... loin au classement. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. En plus, sans Scottie Barnes, c'était manifestement trop dur. Il y avait aussi une confrontation entre les Boston Celtics et les Detroit Pistons, toujours à l'Est. Victoire sans souci, 123-99 pour Boston, qui était sans Jason Tatum et qui, comme toujours, a trouvé des relais au scoring surprenants qui sont sortis... maintenant, on peut même plus dire qu'ils sont sortis qui est sorti de nulle part, mais qui est sorti du banc. Meilleur scoreur pour les Celtics, Peyton Pritchard, 27 points, 10 passes aussi, 4 rebonds, 10 sur 20 au tir, 5 sur 15 à 3 points. Victoire sans trop avoir de surfroid du côté de Boston. C'est la force de Boston, dès qu'ils mettent quelqu'un au repos, puisque la Tatum est au repos pour soigner son genou, que ce soit Tatum, Brown ou d'autres, ou Derrick White, ou Porzingis, qu'importe, ils trouvent toujours le moyen de gagner. Peyton Pritchard, il se construit un dossier en béton armé pour le titre de 6e homme de l'année, tellement il est prolifique en sortie de banc. Il met 7 paniers à 3 points. Derrick White en ajoute 7 aussi. Ils en ont mis 20 en tout, donc 14 juste pour ces deux-là. Et ça a été une promenade de santé. Boston a compté jusqu'à 32 points d'avance avant un peu de relâcher en fin de match. Mais ça fait 4 victoires en 5 matchs sur les Celtics. Pour les Celtics qui sont tranquilles, qui sont sereins. Les Pistons... Kate Cunningham n'a pas été mauvais, il a fait de son mieux encore une fois comme à chaque match depuis le début de la saison. 18 points, 8 passes, 8 rebonds. Bon passage, très, très bonne entrée de Ron Holland, le rookie. On a quasiment pas parlé de lui depuis le début de la saison, même quand Détroit allait bien. 26 points en 21 minutes, c'est quand même pas mal. Il était bien chaud, Ron Holland. Sur 14 au tir, il était chaud. Brûlant même. Ouais. Ouais, et petit match quand même petit match. Du moins, en termes d'adresse pour Porzingis, 8 sur 18, c'est lui qui a été le plus responsabilisé parmi les titulaires, parce que finalement, c'est Peyton Pritchard qui prend le plus de tirs du côté de Boston. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire au sujet de Jason Tatum qui était laissé au repos. Mazzulla a dit que voilà, il n'y avait rien de grave. Je pense ils s'étaient dit que ce match-là, ils n'avaient pas forcément besoin de lui pour aller le prendre. Donc voilà, soirée parfaite pour les Celtics. Ça, c'était pour les matchs qui se sont joués en NBA. Je te propose qu'on parte du côté de la G-League, où il y a eu un match forcément qui fait parler, une confrontation entre... Donc, attends, il faut que je retrouve précisément l'appellation des équipes. Donc, les South Bay Lakers et les Valley Suns. Victoire 106-100 pour les Suns, mais une grosse perf du côté des Lakers de South Bay. Shai, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, 30 points pour Bronny James qui disputait son premier match à l'extérieur avec les South Bay Lakers. Jusqu'à présent, il restait quand même à proximité, donc il jouait quelques matchs à domicile pour pouvoir réintégrer le groupe des Lakers à côté. Donc match intéressant parce que
Mine de rien, la J-League, c'est quand même un championnat avec des joueurs professionnels. Il faut essayer de se montrer. Il y a plein de joueurs qui y arrivent, d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. Bronny a été agressif, plutôt en confiance. Disons que pendant que son père déserte un peu la scène médiatique en prenant une période de repos, il arrive à se montrer, donc ça c'est bien. Ça n'a pas empêché les South Bay Lakers de s'incliner. Ils ont perdu contre les Valley Suns. Mais Bronny s'est signalé en tout cas. En NBA, il a beaucoup de mal à marquer quand il entre en jeu, même avec un temps de jeu très très faible. Mais en tout cas, là en G-League, sur ce match-là, ça a été bon pour lui. Ouais, ce qui était intéressant, donc dans ces 30 points, donc 13 sur 23 au tir, hein, là quand même pas mal Ouais. allumé. La défense de G-League, je vous garantis que c'est pas la défense c'est pas une défense d'Euroleague ni une défense NBA. Donc il a quand même su saisir ses opportunités. Ce que j'ai trouvé intéressant dans sa performance offensive, c'est la diversité. On sait que c'est un shooter. Là, il n'était pas particulièrement adroit, 3 sur 9 à 3 points, mais par contre, il a trouvé des flotteurs, il a trouvé des finitions au cercle. Il y a un moment, c'est même lui qui monte au alley-oop. Il y a un alley-oop assez impressionnant. À un autre moment, c'est lui qui envoie un de ses coéquipiers au alley-oop. Donc voilà, il a pu montrer d'autres choses que simplement le fait de shooter. Il a montré sa belle pression défensive. Ça, on savait que c'était une de ses qualités. Donc c'est pas inintéressant, voilà, 30 points, gros volume de tir quand même. En face, juste pour l'info, il y avait le joueur préféré d'Antoine Pimel, Ty Washington Jr., fini avec 24 points. Et également à la main, David Stockton, fils de vous savez qui. Ouais. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote G-League. Puisqu'on parle des Lakers et qu'on parle de Bronny James, on peut peut-être en toucher deux mots de son père LeBron, qui ne jouera pas ce soir. Les Lakers jouent ce soir, si je ne me trompe pas. Shai, tu me dis Contre Minnesota, ouais, ouais, c'est ça, contre les normalement, Wolves. ouais, il sera pas là normalement. Donc il sera pas là. Ça fait maintenant, c'est quoi, deuxième match que va manquer LeBron. Ouais. Voilà, d'après ce qu'on a saisi de ce que disait JJ Redick, il y a de la fatigue, il y a une douleur au pied et il y avait l'opportunité avec les matchs de NBA Cup qui se sont joués cette semaine de pouvoir donner un vrai break à LeBron sans que ça lui coûte trop de matchs. C'est ça, il n'y a pas de raison officielle, il est excusé plus ou moins pour raison personnelle, mais on peut se dire que peut-être que ça a été prévu en début de saison, qu'avec la NBA Cup, si les Lakers n'y étaient pas, n'avaient pas à faire le déplacement à Vegas, LeBron aurait peut-être un temps de repos, parce qu'il joue quand même beaucoup depuis le début de la saison, il a porté pas mal de responsabilités pour l'équipe. Redick le cache pas, hein. Redick, il pourrait te dire, bon, il va ménager l'ego de LeBron et dire non, c'est juste un petit souci physique ou quoi. Non, il dit il est carbo, hein. Enfin, en ce moment, il est très fatigué. C'est quoi de plus normal, hein, à cet âge-là, et avec avec le kilométrage de LeBron et ce qu'il a dû faire depuis le début de la saison, c'est tout à fait normal. A priori, il n'y a pas de souci extra sportif pour lui personnel. C'est pas, en tout cas, c'est pas ce qu'on a entendu. Oui, ça va lui faire du bien peut-être parce qu'il en a besoin, que les Lakers en ont besoin. Est-ce que ça va changer grand-chose à leur dynamique? Je pense pas qu'ils perdaient des matchs ou qu'ils étaient décevants jusque-là parce que LeBron était fatigué, hein. C'est plus, il y a d'autres soucis. Mais c'est toujours bon à prendre un repos comme ça en cours de saison. Il y a de fortes possibilités qu'ils reviennent un peu revigorés et que ça se traduise quand même par du positif pour les Lakers. Voilà, et pour les fans des Lakers, sachez que Austin Reeves est toujours aussi sur le côté avec sa blessure aux abdominaux, si je ne me trompe pas. Voilà pour la partie basket outre-Atlantique. Je te propose qu'on revienne sur le vieux continent. Il y avait 5 matchs d'Euroleague qui se sont joués hier, dont un au finish complètement dingue. Victoire de la Virtus Bologna 82-81 face à Baskonia, avec un scénario sur la fin complètement fou. Shai, est-ce que tu veux nous raconter la manière dont ce match s'est terminé ? En fait, Victoria a perdu un match qui était imperdable en fait sur la fin. Normalement, quand tu mènes de 4 points aussi près de la fin, tu t'es à peu près assuré d'y arriver. Ils avaient 2 lancers, ils en ont mis un des deux. Derrière, Will Clyburn qui met un game winner à 1 seconde de la fin, panier à 3 points un peu à l'arrache, plus la faute, il met le lancer, 82-80, victoire de Bologne avec Isaiah Cordigny à 11 points, mais le panier assez fou, faute. C'est-à-dire qu'il pouvait faire plein de choses. Il pouvait faire faute avant, il pouvait juste le laisser tirer à 3 points et marquer. Non, il y a eu tentative à 3 points, faute, et Clyburn qui marque le lancer pour permettre à Bologne de l'emporter 82-81. Une fin de match totalement dingue. Ouais, c'est ça, vraiment surprenant parce qu'en fait, quand Clyburn commence, il reste 4,5 secondes à jouer quand Bologne fait sa remise en jeu. C'est Clyburn qui fait la remise en jeu, donc derrière, il remonte tout le terrain en dribble et il y a largement le temps, si besoin, de faire faute sur sa montée de balle pour l'envoyer au lancer franc. On sait que c'est une stratégie beaucoup plus utilisée systématiquement en Europe
pour NBA par exemple. Et c'est vraiment fin de match vraiment très étonnante défaite de Baskonia qui est toujours privé de Timothée Luau Cabarro touché au mollet. Ouais. Voilà, il y avait parmi les résultats marquants, il y avait la rouste posée par Monaco face à Fenerbahçe 99-69, démonstration du club monégasque. En Turquie, en Turquie, on se souvient que lors des playoffs d'année dernière, le Fener était venu battre Monaco à Monaco dans le Game 5 décisif. Là, c'est une petite revanche, même si c'est en saison régulière. Mais ouais, 99-69 plus 30 à Istanbul avec 21 points de Mike James. Spanoulis apporte des choses dans le jeu. Sur les derniers matchs qu'on a vus, c'est plus fluide, il y a plus de passes décisives, plus d'altruisme. L'équipe vit mieux et l'équipe est deuxième d'Euroleague quand même. Il faut se rendre compte que là, Paris ne jouait pas hier soir, mais il y a 2 clubs français en tête de l'Euroleague. Ça paraît. On nous aurait dit ça il y a quelques années, on n'y aurait pas cru. C'est dingue clair. et faut vraiment en profiter. Et Monaco a fait un très gros coup. Tu vas même imaginer une équipe française, même avec autant de talent dans l'équipe, passer plus 30 au Fenerbahçe à Istanbul. Je trouve que c'est incroyable. Il faut féliciter ce qui se fait à Paris, mais aussi ce qui se fait à Monaco là, sur la scène européenne. Ouais, la défense de Fenerbahçe a complètement craqué. 21 points pour Mike James, 19 pour Elie Okobo. Démonstration effectivement des Monégasques. Il y avait une victoire d'un petit point à nouveau du Partizan face à l'Alba Berlin. 91-90 pour le Partizan. Franck Ntilikina a peu pesé. Il a peu joué 5 minutes. Il a joué que 5 minutes, ouais. Ouais, voilà. 5 minutes, c'est Carlik Jones qui a fini avec 24 points, bien épaulé par Sterling Brown et Tyreek Jones du côté du Partizan. Du côté de Berlin, ça a été plus une marque plus répartie. Je ne sais pas s'il y a des choses dont tu voulais dire Non, sur celui-là, ce match-là. Tu sais, moi, quand un coach ne donne que 5 minutes à Franck Ntilikina, je boycotte l'analyse, voilà. Je comprends. Par contre, il y a un autre joueur français qui s'est mis en évidence, même si c'était dans une défaite. Donc, victoire du Bayern Munich 98-93 face au Maccabi, mais énorme perf de Jalen Hort qui continue à cartonner tout simplement. Je vais continuer ma propagande pour qu'il soit en équipe de France sur toutes les prochaines compétitions. Jalen Hort, 25 points, 6 rebonds, qui a, tu l'as dit, pas pu empêcher la défaite du Maccabi, mais qu'enchaîne les prestations de haut niveau en Euroleague, où il a été très très bon contre le Barça. Dans le championnat israélien, il y avait un derby entre le Maccabi et l'Hapoel Tel Aviv, qui était l'ancien club de Jalen Hort. Et là aussi, il avait marqué 26 points et était absolument excellent. Je sais qu'il s'est pris des pressions assez désagréables de la part des supporters de son ancienne équipe, mais il continue d'être imperméable à tout ça et de faire une superbe saison en Israël et sur la scène européenne. Et pour finir, dernier match de la soirée hier, victoire 92-83 de Žalgiris face au Real Madrid. Belle perf encore une fois de Sylvain Francisco, le rédacteur en chef exceptionnel de notre MOOC Small, qui termine avec 17 points, 5 rebonds, 4 passes. Lonnie Walker de Force, qui avait eu du mal sur son tout premier match depuis, il cartonne, il termine avec 21 points aussi. Voilà, belle victoire de Žalgiris. Du côté de Madrid, j'ai pas regardé ce que ça avait donné. Marque, voilà, vraiment rien de particulièrement remarquable. Je regarde, il n'y a personne qui a fait un carton. Ezonia a 14 points, Ezonia 14 points, Moussa 15 points pour le Real Madrid. Belle victoire de Žalgiris. Et donc au classement, si on jette un petit coup d'œil au classement après 14-15 matchs, comme je disais tout à l'heure, Paris et Monaco en tête, le Bayern 3e, le Fener, l'Olympiakos et Žalgiris, comme tu l'as dit, 6e. Pour le top 6. Et après, pour étendre au top 10, on a le Pana, l'Olympia Milan, le Barça et l'Étoile Rouge de Belgrade, qui pour l'instant sont qualifiés pour le play-in. On verra ce que ça donnera ensuite. Mais le Partizan, par exemple, l'équipe de Ntilikina, a gagné ses 5 derniers matchs. L'Asvel qui va bientôt jouer est 15e pour l'instant et pas encore totalement décroché. Donc on peut espérer peut-être 3 clubs français dans le top 10, allez savoir. Voilà, c'est ça. Il y a 3 matchs qui se joueront aujourd'hui. Étoile Rouge de Belgrade face à Olympiakos, Barcelone face à Olympia Milan et un derby franco-français, Lyon-Villeurbanne face à Paris. Tout ça, c'est aujourd'hui si vous voulez suivre cette magnifique compétition qu'est l'Euroleague. Chat, écoute, je te propose qu'on referme ce CQFR là-dessus. Vous pouvez retrouver toute l'actu de toute façon sur Basket Session comme vous le savez. Demain samedi, on sera présent pour ce à quoi il fallait répondre, le CQFR du samedi. Dimanche, vous pourrez nous retrouver Pierre Armand Samama et moi-même pour un Hop Culture. Et il y a un Mob Deep le samedi. Ah oui. J'ai Benjamin qui vous a sollicité sur Twitter normalement pour que vous lui posiez des questions sur les Spurs et il fera une sorte de mailback pour le Mob Deep ce week-end. Voilà.
Ouais, donc n'hésitez pas, il est encore temps de poser des questions à Benjamin si vous voulez en savoir plus sur San Antonio, sur Victor Wembanyama, sur ce que ça fait de vivre la NBA de l'intérieur. N'hésitez pas. Vous voyez, on vous lâche pas. Même le week-end, on vous lâche plus du tout. Passez une super journée et à très vite. Ciao! Ciao.